Voilà. Ben, bonjour à tous. Je suis le professeur Emmanuel Dernis. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle session du mercredi du COFER. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, vous l'avez vu, Baptiste Gérard, qui est l'un de nos confrères normands, on va dire, mais si j'ai bien compris, formé à Lille. Tout à fait. Baptiste, très bien. Tu vas donc nous traiter d'un sujet qui est en pratique très important pour nous, les rhumatologues, qui est le traitement de la goutte au cours de l'insuffisance rénale. Donc, je vais te laisser le micro. Tu as 25 à 30 minutes. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous êtes à peu près une petite vingtaine de connectés. 21, là, qu'il y en a un qui arrive. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Je te laisse la parole, Baptiste. Tu peux y aller. Très bien. Alors, je vais partager. Tu peux partager ton écran. Donc, dans le chat ou dans la conversation ou dans questions-réponses en fonction, n'hésitez pas à nous poser des questions à la fin de l'exposé de Baptiste. Hop. C'est bon pour le partage. C'est bon, parfait. Hop. Donc, bonjour à tous. Merci au COFER, merci à Emmanuel et à Guillermo de m'avoir convié à ces mercredis du COFER. Je suis ravi de participer. C'est avec beaucoup d'honneur que j'intègre la prestigieuse liste des intervenants. Donc, pour traiter aujourd'hui d'un sujet qui est effectivement fréquent en pratique, pas toujours simple, c'est-à-dire les traitements de la goutte dans l'insuffisance rénale. Alors, brièvement, je fais un point quand même goutte et rein avec quelques slides de physiopathe. Le traitement dans l'accès aigu et qu'on peut retrouver en prophylaxie. Quelques considérations, bien sûr, sur le traitement hypouricémiant et insuffisance rénale. Et un point sur les dialysés transplantés. Enfin, que dire de l'avenir? Alors, la goutte, déjà, ce n'est pas une maladie rare, c'est même en augmentation. Ça touche près de 56 millions d'individus dans le monde. En France, on a des données qui datent un peu maintenant, 2013, où c'est presque un individu sur 100. Donc, c'est fréquent. Et ces statistiques, elles sont encore prévues à la hausse, avec près de 95 millions à l'horizon 2050. Donc, on va continuer malheureusement à voir des goutteux. Alors, la goutte, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie de l'urate, de l'acide urique qu'on trouve en excès. Alors, tous les patients hyperuricémiques ne feront pas de goutte, ça, on n'explique pas encore tout à fait, mais cette hyperuricémie, elle est liée soit à un excès de production de l'acide urique, qui est le produit final de la dégradation des purines animales, alors soit par la diététique qui peut jouer, mais qui a un rôle finalement secondaire par rapport à la génétique, et puis d'autres maladies où il va y avoir un gros turnover cellulaire comme le psoriasis ou comme les syndromes myéloprolifératifs, et ou surtout un défaut d'excrétion de l'acide urique, parce que dans l'évolution, l'humain a perdu l'uricase, l'enzyme qui permettait de l'éliminer, et donc c'est les reins et ses transporteurs, et dans une moindre mesure l'intestin, qui vont contribuer à l'éliminer. Donc dès lors qu'on a un défaut, on va avoir cet excès d'acide urique, et chez certains patients, pas tous, celui-ci va précipiter sous forme de cristaux d'urate monosodique à un seuil qui est bien déterminé, 68 mg par litre, à peu près 370 micromoles par litre. Donc ça va être les objectifs de traitement. Et donc, ces cristaux, ils vont se déposer partout dans le liquide synovial, dans les articulations. Alors, encore une fois, pas tous les patients qui ont des cristaux vont présenter la maladie goutteuse, mais chez certains, on va avoir un double signal d'activation via les toll-like récepteurs qui vont reconnaître les cristaux et activer NF-kappa B, qui va déclencher avec une cascade la sécrétion de pro-interleukine 1 bêta, et en parallèle l'action directe des cristaux d'urate monosodique sur l'activation du complexe multiprotéique de l'inflammasome. Tout ça, c'est l'immunité innée au sein des macrophages qui vont reconnaître ces cristaux, et l'inflammasome va cliver via la caspase la pro-IL1 en interleukine 1,
et elle entraîne une cascade inflammatoire très importante avec le recrutement d'autres cellules de l'immunité innée, les macrophages, les PNN, et ça se traduit cliniquement par l'accès microcristallin que l'on connaît, une arthrite très brutale, très inflammatoire, classiquement à la luxe. Et donc sans traitement, ces cristaux, ils vont se déposer partout dans les articulations, mais également dans les tissus en périphérie, et donc on aboutit à la formation donc, de tophus, qui est l'agrégat de, de cristaux englués dans toute une matière inflammatoire, et puis une inflammation chronique qui va aboutir à la destruction articulaire. Alors, si on s'intéresse à la génétique de la goutte, sans trop s'apesantir, c'est quand même quelque chose qu'on connaît de mieux en mieux. Et finalement, c'est le pourvoyeur de maladies, beaucoup plus que la diététique. Et si on regarde donc dans cette revue qui reprenait le séquençage de grandes populations d'un peu partout dans le monde, on constate que l'expression des gènes associés surtout à des transporteurs de l'urate, elle se fait dans les tissus du rein. Et on constate même que 20% des gènes qui interviennent et dans ce métabolisme de l'urate et dans la filtration glomérulaire sont partagés. Donc, il y a à peu près 70% de l'expression d'urate qui se fait dans le rein, et on retrouve donc les fameux transporteurs d'un côté comme de l'autre qui vont participer à l'expression ou à la réabsorption de l'acide urique. Et donc, c'est souvent une altération, en tout cas des variants de ceux-ci, qu'on va retrouver comme étant associés à la goutte. Donc, on va parler au cours de cette présentation de maladies rénales chroniques en fonction des stades. Et donc, ça, c'est déterminé par la formule que vous connaissez, CKD-EPI, donc pour Chronic Kidney Disease. Il y a 5 stades. Alors, l'insuffisance rénale, c'est à partir d'une altération en dessous de 90 ml minute. Et puis, donc, ça va surtout concerner nos problématiques, ceux qui sont à moins de 60 ml minute. Comme on l'a vu, donc, il y a une relation directe entre la fonction rénale, donc l'augmentation de la créatinémie, et l'uricémie. Et dès lors que cette fonction rénale va être altérée, on aura par rétention, moins bonne élimination, une augmentation de l'uricémie. Mais l'uricémie, c'est également un facteur indépendant d'aggravation de cette altération de la fonction rénale par plusieurs mécanismes. Il y a à la fois un dommage direct dans les microtubules, dans les tubules excréteurs de l'urate, et la formation même de cristaux qu'on peut voir dans des études où on regardait par échographie les dépôts uratiques au sein de la médula rénale, mais également un effet sur le vasculaire avec le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est activé par l'hyperuricémie. Ça aboutit à une vasoconstriction de l'artériole afférente qui va être hypertrophiée, et en conséquence une réduction du flux plasmatique rénal et systémique avec une altération de la fonction rénale. Et enfin, au sein des cellules, la métabolisation de l'urate qui va stimuler la NADPH oxydase. Alors ça produit un stress oxydatif et une altération de la mitochondrie qui va aboutir à une activation de l'inflammasome. Donc, c'est une situation fréquente. Et quand on prend les statistiques, finalement, il y a plus de 70% des patients goutteux qui ont une altération de la fonction rénale, alors modérée, mais presque un quart en dessous de 60 ml minute. Et à l'inverse, la goutte est également très fréquente donc chez le sujet insuffisant rénal. C'est ce qu'on voit au quotidien, avec sur près de 5 fois plus de goutteux chez les insuffisants rénaux. Et on sait en plus que plus l'insuffisance rénale est sévère, plus la maladie goutteuse l'est, avec un risque accru de développer une goutte plus tôt, une atteinte au facet et des accès aigus plus fréquents. Alors, c'est une situation fréquente, mais vous voyez, pas si simple. Alors, pour plusieurs raisons, c'est que finalement, les patients insuffisants rénaux, on a peu de données parce qu'ils sont souvent exclus des essais thérapeutiques, ou alors, dans les essais, on n'a pas de résultats qui sont stratifiés
sur la fonction rénale, donc c'est difficile de conclure. Et puis en pratique, on fait face quand même finalement un peu à une peur, une crainte des effets secondaires des traitements, des effets sur la fonction rénale de ces traitements, et ça aboutit à des situations un peu confusiogènes, donc on va essayer d'y répondre. Mais les conséquences surtout, c'est qu'on a peu de patients qui sont goutteux insuffisants rénaux, qui sont bien traités avec tout ça, avec moins d'un quart qui serait à l'objectif. Donc pour l'accès aigu, si on prend les recommandations donc, de 2020 de la SFR, il y avait quand même un point, enfin en tout cas, il spécifiait pour nous aider le choix thérapeutique et la dose dans ces situations d'insuffisance rénale où effectivement, si on prend dans le détail les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc qui ont une efficacité prouvée dans l'accès aigu en durée courte, chez l'insuffisance rénale, on n'a pas d'études dédiées, mais dans ce rapport du GCAN, donc c'est le groupe d'études des maladies associées aux microcristaux américains, il relevait quand même quelques cas cliniques et finalement on s'aperçoit qu'avec raison on préfère les éviter parce qu'il y a un risque majoré d'aggravation de l'insuffisance rénale dans ces situations. Donc à réserver si on le doit à ceux qui conservent une fonction rénale au-delà de 60 ml minute. Pour la colchicine, alors en France, on a bien l'habitude de l'utiliser. On a quand même une crainte, alors malgré le fait que son métabolisme il est principalement hépatique via le cytochrome P450, il n'y a que 10% qui est éliminé dans l'urine. Néanmoins, en cas d'altération de la fonction rénale, sa clairance se retrouve un peu limitée. Et en cas de dialyse, on a aussi une risque de rétention. Donc attention parce qu'elle n'a pas d'antidote, cette colchicine. Et attention surtout aux interactions avec d'autres médicaments qui vont agir sur ces cytochromes, les macrolides, la piostacine, les statines et puis des traitements immunosuppresseurs. On y reviendra. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans son utilisation au long cours, donc en prophylaxie, il y a un effet cardioprotecteur qui est quand même bien montré, qui peut être intéressant chez les insuffisants rénaux. Alors avec le même rapport du GCAN, finalement, difficile de conclure. Alors dans les études, pourquoi? Parce que c'était pas stratifié en fonction du degré d'insuffisance rénale, donc sur l'efficacité, la tolérance. Il y a quelques cas case report qui montrent que l'efficacité, on ne sait pas vraiment, mais surtout qu'il y a des effets secondaires qui sont accrus chez l'insuffisant rénaux. Alors, c'est les effets secondaires plutôt en prise au long cours. Et encore une fois, c'est particulièrement retrouvé quand il y avait des interactions médicamenteuses, donc à surveiller. Dans la cohorte Gospel, donc, qui avait été menée par Tristan Pascard de Lille en 2008-2009, donc ça commence à dater un petit peu, mais finalement, on se rendait compte que la colchicine n'était pas très bien employée. En tout cas, on ne faisait pas assez attention ni à l'âge, ni à la fonction rénale, voire dans 20% des cas, aux deux, dans les doses à la fois d'initiation du traitement, où on peut aller jusqu'à 1,5 mg par jour, et en dose cumulée qui restait trop importante. Alors ça date un peu. Depuis, il y a eu les nouvelles recommandations. On a effectivement, à la suite de grands essais comme celui-ci en 2010, alors c'était par les Américains, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes dosages qu'en France, mais ce qu'on retient, c'est qu'on fait aussi bien et mieux toléré avec une dose moindre que les doses importantes qui étaient auparavant employées. Donc, pour l'efficacité, on est rassuré. Et puis, depuis le rapport du GCAN, il y a eu cette étude française, encore une fois, en prospectif chez des insuffisants rénaux, colchicine sévère, colchicine dans l'accès aigu. Alors, il y avait quelques cas de rhumatisme à pyrophosphate, mais on constatait une efficacité tout à fait satisfaisante. Et finalement, peu d'effets indésirables, en tout cas aucun sévère. Alors, c'était un suivi court, mais c'est des données assez rassurantes sur son utilisation chez un insuffisant rénal en dessous de 30 ml minute. Dès lors que la dose est adaptée, finalement, on n'avait aucun patient qui dépassait 1 mg jour dès que c'était très altéré. Et
Et donc, on a des effets satisfaisants si on adapte à la fonction rénale. Donc, c'est ce qu'on retiendra en pratique, 0,5 mg jour, voire un jour sur deux, 1 mg jour maximum si on est au-dessus de 15 ml minute. Mais c'est possible, donc la colchicine, malgré l'insuffisance rénale. Et un point en prophylaxie, alors il y avait un essai avec beaucoup de patients, 3000 patients versus plus d'11 000 contrôles chez les Coréens. Alors c'était un suivi sur 20 ans où on constate même qu'il y avait un bénéfice de la prise de colchicine au long cours sur le degré, sur la progression de l'insuffisance rénale. Et ça, c'était en particulier donc en l'insuffisance rénale de stade 3, et s'il n'y avait pas de diabète, pas d'hypertension, qui peuvent jouer aussi. Voilà, donc un effet intéressant dans la prophylaxie. Et cette proposition d'expert, c'est une revue récente dans un journal de néphrologie qui reprend un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est possible dans l'accès aigu chez l'insuffisant rénal en adaptant les doses, et que finalement en prophylaxie c'est peut-être préférable, et auquel cas on emploiera plutôt les corticoïdes en cas d'accès aigu s'il y a de la colchicine au long cours, plutôt que majorer les doses. Les corticoïdes, justement, ils ont l'image du traitement à privilégier chez l'insuffisant rénal. Là où il faut faire attention, c'est les comorbidités, notamment diabète, hypertension artérielle. En pratique, il n'y a pas besoin d'adaptation de la dose par rapport aux recommandations, donc 30 à 35 mg par jour sur 3 à 5 jours, mais surtout à prendre dès le début des symptômes. Et dès lors que c'est possible, on pourra infiltrer l'articulation à partir du moment où on a éliminé une cause infectieuse. Alors finalement, toujours le même rapport, on n'a pas trop de données chez l'insuffisant rénal sur l'efficacité ni sur la tolérance, mais en pratique, c'est ce qu'on emploie. Attention, en prophylaxie, au long cours, c'est plutôt à éviter pour un risque cardiovasculaire et infectieux qui est majoré chez des personnes qui sont déjà à risque. Pour les anti-IL-1, alors vous savez, c'est plutôt réservé aux formes sévères polyarticulaires, donc plutôt hospitalières d'accès aigu. Et on l'utilise parfois en prophylaxie, mais c'est des formes assez réservées. Le seul qui a l'AMM, c'est le canakinumab, mais en pratique, on utilise surtout l'anakinra, le Kineret. Alors, dans les essais thérapeutiques Princeps, les insuffisants rénaux étaient encore une fois exclus, mais depuis, on a des séries de cas qui sont assez rassurantes quant à la tolérance et l'efficacité, comparables au sujet normo-rénaux. Et vous savez, on l'utilise en injection sous-cutanée pendant 3 jours. Alors, on peut espacer d'un jour sur deux. Et encore une fois, pourquoi le Kineret? C'est le seul où on dispose d'essais de pharmacocinétique chez l'insuffisant rénal, et on constate qu'il n'y a pas d'altération de la réponse thérapeutique, donc ça c'est une bonne chose, mais malgré le fait qu'il soit un peu plus retenu dans l'organisme, une demi-vie allongée, et qu'il n'est pas bien éliminé par la dialyse. Il y avait un essai, alors encore une fois français, en rétrospective chez quelques patients, mais néanmoins qui montrait une très bonne efficacité. Une seule infection grave à 3 mois qui n'était pas forcément en lien avec la prise de Kineret, et pas de retentissement sur la fonction rénale. Donc, c'est des données rassurantes qui doivent être confirmées. Et pour ça, actuellement, il y a un PHRC national qui est mené par l'équipe de Lariboisière, anakinra versus corticoïdes chez l'insuffisant rénal. Alors, j'ai noté 3B parce qu'il y a eu un abandonnement, 4, 5 et chez le transplanté. Et donc, si votre équipe est prête à participer, le recrutement est toujours en cours. Il ne faut pas hésiter à contacter le professeur Ancorn EA de Lariboisière. Pour le traitement hypouricémiant, alors de la même manière, il y a dans les recommandations, celle-là de l'EULAR et française, il y a un point sur la fonction rénale et le traitement employé. Donc l'allopurinol dans la grande majorité des cas, et dès lors que la fonction rénale est trop altérée, donc stade 4, plutôt le febuxostat, mais toujours à dose progressive jusqu'à obtention de l'objectif d'uricémie. Et donc ça, on va le détailler. L'allopurinol, c'est vraiment le fer de lance du traitement de la goutte. C'est un inhibiteur de la xanthine oxydase, ça fonctionne
très bien, ça diminue l'acide urique, ça diminue le nombre de crises, ça coûte presque rien. La boîte, c'est moins d'1,20 € par mois. Le problème, c'est qu'il a une mauvaise image, on a un peu peur de son utilisation chez les insuffisants rénaux. Pourquoi? Pour ça, le risque, c'était les toxidermies, le DRESS syndrome, les syndromes de nécrolyse épidermique toxique, Lyell, Steven-Johnson. Finalement, c'est assez rare et le problème, c'est la mortalité. C'est très grave, c'est plus grave encore chez les insuffisants rénaux sévères. Mais ce qu'on a bien montré depuis, c'est que le risque, il est surtout les premiers mois, et notamment la médiane était à 30 jours, le premier mois et dans les 6 premiers mois de traitement. Donc, c'est là où il faut être particulièrement vigilant. Et on a bien identifié également les facteurs de risque de ces toxidermies. En premier lieu, le haplotype B5801 qu'on retrouve surtout dans les populations chinoises, Han, vietnamiennes et un peu moins afro-américaines. Donc, chez ces patients, ça peut être intéressant de rechercher, si on veut employer l'allopurinol, ce haplotype. Les doses importantes à l'initiation, donc qu'on ne recommande plus désormais, l'insuffisance rénale et la prise de diurétique. Donc ça, c'est ce qui concerne nos patients. Donc effectivement, un surrisque, mais qui reste très rare et ce que l'on peut éviter en adaptant la dose à l'initiation. Alors c'est ce papier qui finalement date de 1984 qui avait fait du mal à l'emploi de l'allopurinol chez l'insuffisant rénal. Mais depuis, donc on a montré qu'on faisait aussi bien sans tenir compte de la dose indexée à la fonction rénale, c'est celle qui est recommandée dans le Vidal. Donc ça, c'était un essai des Néo-Zélandais qui montrait qu'on pouvait monter l'allopurinol sans tenir compte de la fonction rénale. On avait finalement un objectif d'uricémie atteint à 1 an, pas de retentissement sur la fonction rénale. Alors c'était 10%, mais il y en avait autant dans chaque groupe qui avait une altération comme une dégradation. Alors ça n'a pas été confirmé par la suite. Sur ce même essai, il y a eu une étude qui a été poursuivie 24 mois. Donc là, cette fois, tous les patients ont eu une augmentation de la dose jusqu'à atteindre l'objectif. Et ce qui était regardé, c'est le stade d'altération de la fonction rénale initiale, qui n'avait pas de retentissement sur ni l'efficacité ni la tolérance de l'allopurinol chez ces patients insuffisants rénaux. Donc des données rassurantes. Et puis, concernant son impact sur la fonction rénale, il y a eu un essai alors, chez des patients qui n'étaient pas goutteux, hyperglycémiques mais sans maladie goutteuse, versus placebo, 90, non, plus de 200 patients, pardon, qui étaient publiés dans le New England. Et là, pas d'impact sur la fonction rénale. Donc ça aussi, rassurant. Et enfin, une étude plus récente, plus de 5000 malades. Et là, c'était allopurinol versus aucun traitement hypoglycémiant. Et on montre un bénéfice associé à sa prise à 5 ans sur la mortalité. Et ça, chez tous les patients, même ceux qui n'atteignent pas l'objectif et ceux chez qui on a pu franchement augmenter la dose. Donc en pratique, on peut l'employer chez l'insuffisance rénale, même sévère. Là où il faut faire attention, c'est les effets indésirables, surtout au cours des premiers mois de traitement. Mais finalement, on peut y arriver en montant très progressivement. Et ce qu'on doit viser absolument, c'est l'objectif d'uricémie, parce qu'il est plus grave d'avoir une goutte mal traitée qui va faire des complications. Donc, on peut y aller, mais doucement, mais sûrement. Pour son cousin, le febuxostat, qui est également un inhibiteur de la xanthinoxydase, lui, on avait un peu moins d'appréhension parce qu'il a un métabolisme qui est plutôt hépatique. On peut l'utiliser chez un insuffisant rénal très sévère en adaptant la dose, encore une fois, à l'initiation, en visant l'objectif. Et pourtant, finalement, on avait moins de données chez l'insuffisant rénal que l'allopurinol. Alors, il y avait déjà cet essai rassurant 2016, 90 patients, 3 groupes, donc 2 dosages du febuxostat qui montrait pas beaucoup d'effets secondaires, notamment pas d'effets d'événements cardiovasculaires sévères, ce qui était un peu l'alerte avec le febuxostat, et un nombre satisfaisant de patients qui arrivaient à l'objectif à 1 an. Et en rétrospectif, c'était les équipes parisiennes qui avaient regardé l'emploi chez le très insuffisant rénal, voire ou transplanté,
Et de la même manière, pas d'événements indésirables graves, notamment pas d'événements cutanés ou cardiovasculaires. Et la majorité des patients, y compris avec une franche altération de la fonction rénale, qui atteignaient l'objectif. Alors, depuis le retentissement, ce qui était discuté, c'était le retentissement sur la fonction rénale, mais depuis, tout récemment, il y a eu une méta-analyse qui montre au contraire qu'on a moins d'événements rénaux et une limitation de la dégradation de la fonction rénale avec l'emploi du febuxostat chez les insuffisants rénaux. Pour renforcer tout ça, on a eu cette étude chez les vétérans américains qui avait été publiée dans le New England qui montrait que allopurinol ou febuxostat, l'allopurinol n'était pas inférieur pour la survenue d'accès goûteux et ça a été stratifié sur 350 patients sur le total qui étaient insuffisants rénaux modérés. Alors l'allopurinol, c'est surtout lui qui est connu pour ça, mais le febuxostat n'est pas dénué de risque de toxidermie et même d'allergie croisée avec son cousin. Donc attention également dans les premiers mois de traitement. Alors les facteurs de risque, ils sont moins bien définis, mais il y a ce problème d'allergie croisée. Alors la désensibilisation est possible, mais je ne sais pas vous, dans vos centres, nous c'est assez compliqué d'avoir accès aux allergologues, d'autant plus que c'est des tests de provocation oraux qui sont nécessaires et donc en milieu hospitalier. Pour les uricosuriques, on va aller rapidement parce que finalement, le problème, c'est leur disponibilité. Alors, ils limitent la réabsorption d'urate dans le tubule proximal et ils augmentent la clairance de l'urate. Leurs effets, ils sont similaires en termes de tolérance comme d'efficacité au sujet normorénal. Pour le probénicide, pour la benzbromarone, c'est pareil. Il y avait une question de l'efficacité, mais qui finalement est similaire chez le très insuffisant rénal. Le problème, c'est plutôt la toxicité hépatique. Elle est un peu plus disponible que le probénicide désormais en France, mais sous réserve d'une autorisation d'accès compassionnel, donc c'est via l'hôpital. Le problème, c'est que ces traitements qui éliminent donc l'acide urique en limitant sa réabsorption, il y a un risque d'inflammation du tubule et ça, on le contrebalance souvent par des combothérapies avec des inhibiteurs de la xanthinoxydase, mais on n'a pas trop de données sur ces thérapies combinées chez l'insuffisance rénale chronique. Donc, en pratique, finalement, on les utilise assez peu et encore moins donc l'uricase. Je vais être très bref aussi parce qu'elle n'est pas disponible en France. C'est donc une enzyme qu'on a perdue en tant qu'humain, mais porcine, pour éliminer l'acide urique. Et le profil de tolérance, il a été montré comme identique aux patients normorénal. Le problème, c'est les conditions d'emploi. C'est en intraveineux, ça coûte très cher. Et il y a eu un risque d'immunisation avec des auto-anticorps associés au traitement. Alors, il y a des études toutes récentes qui ont montré un bénéfice avec l'emploi en combiné du méthotrexate ou du Cellcept, mais ça n'a pas été montré chez un insuffisant rénal. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas disponible. Un point sur la dialyse. Alors, chez le dialysé, la goutte est très fréquente, mais ce qu'on remarque, c'est que l'incidence de la goutte post-dialyse, elle est plutôt rare. On voit là, chez les patients goutteux au préalable, on a quand même une nette diminution de la survenue d'accès aigu après le démarrage de la dialyse. L'uricémie diminue également. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut poursuivre les traitements hyporécémiants chez le dialysé? Alors, il y a une étude récente qui a été faite à Reims, 97 malades en rétrospective sur 10 ans, et on a quand même un net bénéfice dans la survenue d'accès aigu avec la poursuite du traitement hyporécémiant en post-dialyse. Alors, il y a également un meilleur contrôle, a priori, avec la dialyse péritonéale que l'hémodialyse, surtout quand elle est nocturne plutôt que cyclique. Alors, c'est peut-être une question de fréquence, mais surtout, alors, en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura plutôt tendance à poursuivre le traitement hyporécémiant si la goutte n'est pas contrôlée, finalement, s'il y a toujours des crises, s'il y a des tophus, s'il y a toujours une hyperuricémie qui n'est pas l'objectif avant le démarrage de la dialyse. Et auquel cas, on privilégiera plutôt l'allopurinol parce que c'est celui qui est dialysable dans ces conditions. Et pour la transplantation rénale,
Alors, c'est pareil, c'est très fréquent, hyperglycémie comme la goutte chez ces patients. Il y a des facteurs de risque bien identifiés. Ils font des gouttes plus sévères et en particulier en lien avec leur traitement immunosuppresseur, donc les anticalcinurines, la cyclosporine notamment. Et attention, chez ces patients, à l'inverse, on évitera les inhibiteurs de la xanthine oxydase parce qu'il y a un risque d'insuffisance médulaire lorsqu'ils prennent de l'aziatroprine, de l'Imurel. C'est des gouttes donc sévères avec un risque sur le greffon et un risque de mortalité qui est accru. Et ce qu'il ne faut pas méconnaître, c'est que c'est aussi le cas chez le donneur de rein, avec un risque accru de gouttes et de complications rénales chez ces patients dans les années qui suivent la greffe. Alors, pour terminer, un point sur l'avenir, il y a deux molécules qui sont assez avancées. Un inhibiteur de la xanthine oxydase qui est en phase 3 actuellement et un inhibiteur de NLRP3, alors là pour l'accès aigu qui est en phase 2-3. Le problème, encore une fois, c'est que dans ces essais thérapeutiques initiaux, on n'inclut pas les insuffisants rénaux sévères. Donc, pour le moment, pas de données, on ne sait pas, mais il faudra voir dans les études de vie réelle leur utilisation en pratique chez insuffisant rénal. On a finalement plus d'intérêt avec les anti-SGLT2, notamment sur alors, leur effet hypoalcémiant, il a bien été montré. Il y avait une review récente dans Nature Rheumatology qui faisait le point sur leurs effets sur l'hyperglycémie et la goutte. On a une réduction du risque de crise, une réduction de la mortalité associée à la prise de ces traitements. Donc, chez le diabétique, ça peut être intéressant, notamment pour supplanter colchicine ou corticothérapie en prophylaxie, donc plutôt en addition au traitement hyperglycémique. Voilà, donc pour conclure le message à ramener au bureau, c'est que la goutte et l'insuffisance rénale, c'est très fréquent. Le problème, c'est qu'on a peu de données sur ces situations et donc ça peut occasionner une certaine crainte, mais finalement, les traitements dont on dispose, donc pour l'accès aigu, colchicine, corticoïdes, on peut les utiliser. Il y a certaines situations où il faut vraiment veiller soit aux comédications, soit aux comorbidités, mais l'un comme l'autre sont utilisables dans l'accès aigu et on privilégiera plutôt la colchicine dans la prophylaxie. Les anti-L1, c'est pour les formes graves, mais globalement, on a le même emploi que chez le normorénal. Et pour les traitements de fond, c'est les vieilles molécules qui sont toujours qui sont utilisables et pour lesquelles on peut être rassuré finalement. Donc l'allopurinol, même chez le très insuffisant rénal, et le febuxostat. Attention, c'est les points de vigilance, c'est les effets secondaires, surtout dans les premiers mois. Et les autres, malheureusement, ils ne sont pas très disponibles. Voilà, donc si les cristaux, ça vous intéresse, il y a début mars, comme tous les ans, le congrès européen à Paris. Donc, on sera ravis de vous accueillir. Et puis, donc, j'en ai terminé. Donc, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette mise au point sur un sujet qui est quand même fréquent. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On a dépassé de quelques minutes, mais je pense qu'on peut se donner encore quelques 4-5 minutes pour discuter. On en a discuté avant le début de l'exposé. Je pense que c'est important, et tu l'as rappelé, finalement de remettre l'allopurinol, j'allais dire au centre du village, mais on va dire plutôt comme pierre angulaire du traitement de la goutte. Alors, il y a toujours une difficulté, et souvent les internes dans nos services nous le disent, c'est oui, mais regardez ce qui est marqué dans le Vidal avec ces doses indexées à la fonction rénale. Est-ce que tu peux faire un commentaire justement pour aider les internes par rapport à ça? Finalement, ne pas en tenir compte parce que c'est des vieilles données. Et depuis, on a des études donc, qui ont été bien faites, qui sont tout à fait rassurantes sur son emploi chez l'insuffisant rénal. Et les recommandations, elles énoncent clairement que c'est surtout l'histoire de dose de départ sur lequel il faut être vigilant et les premiers mois de traitement. Mais on doit privilégier les traitements dont on dispose, donc qui sont efficaces, qui ne sont pas chers. Donc l'allopurinol en premier lieu, effectivement.
Très bien. Alors, une question sur le Kineret, l'anakinra. Faut-il faire un bilan pré-biothérapie avant la mise sous anakinra, donc 100 mg 3 jours, si je me souviens bien de la dose que tu nous as proposée? Alors, effectivement, pour la dose et pour le bilan pré-biothérapie, en pratique, non, parce que si on considère que le bilan pré-biothérapie, c'est celui recommandé pour les anti-TNF, donc là, ça veut dire quantiferon, ça veut dire donc des choses qui mettent un peu de temps, et en pratique, non. Le Kineret, c'est le traitement de l'accès aigu, donc il faut aller vite parce qu'ils sont très, très, très invalidés. Et donc, il y a une vigilance sur le fait qu'il n'y ait pas d'infection à ce moment-là, mais pas forcément de bilan pré-biothérapie. D'accord. Donc plutôt un bilan infectieux de débrouillage, je pense, au moins le CBU, pas forcément la radiothorax si pas de signe, mais pas nécessité d'un bilan pré-biothérapie complet. Parfait, c'est très très clair. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, on va vous remercier à nouveau de votre attention. Vous étiez une petite 35 au maximum. Un grand merci à Baptiste. Et je pense qu'on te verra sur les podiums à la Société française de rhumatologie pour la goutte. Merci à tous et à très bientôt. Avec plaisir, merci encore. Bonne journée à tous. Ah, il y a encore des questions. Oui, oui, donc en fait, c'est bien ce qui est montré, c'est qu'on peut, que finalement, l'effet toxique, non, il est rassurant. Il y a les études qui ont illustré le propos qui montraient qu'il n'y avait pas de retentissement sur la fonction rénale et qu'on pouvait monter la posologie sans risque chez les dialysés. Alors, chez le dialysé, donc effectivement, plutôt l'allopurinol parce qu'il est dialysable. Et le dosage de l'acide urique, bah, on l'a montré, il diminue après, mais ce qui est préconisé, c'est poursuite du traitement si la goutte n'est pas contrôlée au préalable. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir. Merci à tous. Bonne journée.